Bienvenue pour cette session, encore une fois, si particulière. Nous allons commencer la session en l'absence de Paul Molac, qui est retenu dans un train. Le train est un peu en retard, il rentre de Paris. Et comme cela, ça lui permettra de ne pas rougir à l'évocation de son nom et au remerciement que je vais lui adresser. Paul a, de par son engagement, de par son énergie, réussi à porter la voix de la Bretagne et à obtenir cette loi Molac, qui au cours des derniers mois a fait l'objet de beaucoup de travaux. Et je veux bien entendu le remercier pour son engagement, le remercier pour cette réussite historique pour la Bretagne, pour nos langues, et à travers lui remercier tous les collègues de tous les bancs qui se sont associés à sa démarche, à ses travaux. Nous avons eu une forme de concorde des parlementaires bretons qui ont su s'unir et travailler en oubliant leurs différences et en étant unis sur ce sujet des langues, sur ce sujet qui parle à notre culture, à notre singularité, à nos singularités en Europe et quelque part à notre humanité. Je veux remercier bien entendu tous les parlementaires, qu'ils soient de l'Assemblée nationale ou du Sénat, parce que cette aventure a démarré il y a déjà plus d'un an. Remercier aussi celles et ceux qui se sont engagés, y compris à Quimper, dans cette ferveur populaire, représentant les différents réseaux d'éducation, représentant les associations, représentant les élus de toutes les strates de collectivité et de toutes les couleurs politiques. Quand la Bretagne est unie, elle est puissante. Quand la Bretagne est unie, elle sait être positive, offensive, capable de convaincre. Et je n'oublie pas les collègues des autres régions, des autres territoires, qui ont su aussi s'unir, travailler pour faire en sorte que nos langues, ces langues dites minoritaires d'Europe, puissent avoir leur place dans la loi et permettre leur enseignement de manière plus forte, leur enseignement sous toutes ses formes, puisque vous savez que la part de l'éducation inclusive est aujourd'hui reconnue par la loi, et de faire avancer tous les autres sujets sur lesquels cet hémicycle s'est battu de nombreuses fois, s'est exprimé de nombreuses fois, avec encore une fois une grande unanimité régulière pour faire en sorte que nos langues soient enseignées, soient parlées, soient reconnues et soient pérennisées. Aux Jacobins qui ont parfois une forme de sincérité dans leurs craintes, j'ai envie de leur dire de se libérer de leur angoisse, de se libérer de leur peur, et finalement de leur peur des territoires, de leur peur des hommes, des femmes qui sont capables de prendre des responsabilités. J'ai envie de leur demander de s'ouvrir et de participer à la construction de cette République de demain, cette République qui s'appuie sur les territoires, qui offre une place à tous, qui offre des solutions différentes dans une République, encore une fois, qui intègre cela. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de raison d'avoir d'angoisse. C'est moderne, c'est quelque part la réponse que nous attendons dans cette crise ô combien importante, et c'est aussi une revitalisation de cette République dans cette crise que nous vivons, cette République qui se renouvelle quelque part par l'humus des territoires. Cette session s'ouvre, je le disais, dans un contexte particulier, compliqué. Je pense à toutes celles et ceux dont le confinement va encore changer la vie, de nouveau changer la vie, recréer des angoisses pour leur travail, recréer des angoisses pour leur santé, recréer des angoisses pour la vie familiale. Cela fait déjà 1 an que nous y sommes. C'est un combat considérable qu'il faut mener. La Bretagne, vous le savez, est moins exposée que d'autres, mais nous ne sommes pas immunisés et nous vivons, nous aussi, des moments compliqués. Et nous devons penser particulièrement au personnel de santé qui reste engagé et qui, dans cette période, vivent des moments, je le sais, très difficiles. Et puisqu'on va parler tout à l'heure de la jeunesse, je veux, dans mon propos liminaire, parler d'une autre partie de notre population qui vit les choses de manière particulièrement difficile. Je veux penser aux mamans. Je veux penser aux mamans, je veux penser aux femmes seules qui élèvent leurs enfants, aux femmes qui se retrouvent à devoir gérer beaucoup dans la période, qu'elles soient salariées, cadres, ouvrières, qu'elles soient agricultrices, médecins ou infirmières, qu'elles soient artistes, qu'elles soient journalistes, qu'elles soient élues, bénévoles, entrepreneuses. Ces femmes assument leurs responsabilités, leur engagement, mais assument plus que cela.
Et nous le savons tous. Et au nom de l'égalité, on le cache un peu. Et pourtant, c'est pas simple parce que vous savez que dans ce monde, il y a en plus du travail, en plus de l'engagement professionnel, en plus de l'engagement citoyen et bénévole, il y a l'engagement à la maison, il y a l'engagement vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des devoirs, vis-à-vis quelquefois des parents qui vieillissent. Et il y a cette inégalité réelle que l'on connaît qui fait que pour une partie importante de ces femmes, le conjoint n'a pas encore pris toute sa place dans les tâches ménagères, dans le devoir des enfants, dans le soutien qu'il faut avoir. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Et donc, en cette matinée de session, je veux penser à elles, à toutes ces mamans qui, encore une fois, et ça se voit dans les statistiques, dans les courbes, dans les sondages, vivent la période encore plus douloureusement et méritent une attention particulière. Je le disais, nous sommes bretons et nous ne sommes pas immunisés parce que bretons. Et donc, nous devons faire attention. Nous voyons qu'il y a une montée en Bretagne, pas de manière identique partout, mais il y a une montée partout en Bretagne, et notamment autour de Rennes, vous le voyez. Et la pandémie est là, elle génère des angoisses, des tensions dans les centres hospitaliers. Elle nécessite aussi beaucoup d'humilité et de responsabilité de la part des uns et des autres. La vaccination est la solution, la course est lancée. J'ai visité au cours des dernières semaines plusieurs centres de vaccination. Je veux saluer et remercier les maires qui se sont mobilisés, qui ont organisé aux côtés de l'ARS et des services de l'État les centres de vaccination en mobilisant leurs agents, en mobilisant leurs forces de police municipale, en mobilisant les bénévoles, en mobilisant des retraités pour faire en sorte que ces centres fonctionnent. Et quand on voit l'accueil, quand on voit l'énergie que mettent ces hommes et ces femmes, je trouve qu'il y a quelque part une source qui nous réconforte, une source qui montre que nous avons là encore cette humanité bien vivante, cette envie, cet engagement d'aider les autres et de trouver des solutions ensemble. Plus les vaccins arrivent, plus l'accélération de la vaccination augmente, accélère, et plus nous avons des chances de retrouver un peu de liberté et une vie plus normale à l'été. C'est une volonté forte, mais nous devons aussi penser le plus long terme. C'est aussi pour cela que nous aurons au cours de cette session l'occasion de valider, de décider la mise en œuvre de 976 postes supplémentaires de formation dans les métiers sanitaires, sociaux, qui nous permettront de préparer l'avenir. Ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers qui sont au cœur du système de soins, au cœur du système de santé, santé physique, santé mentale, et nous avons besoin de faire en sorte que nous préparions encore une fois cette société de l'après sur laquelle nous avons beaucoup à faire, beaucoup à dire, au-delà des angoisses et des rumeurs qui peuvent être alimentées par les uns et les autres. La région, vous le savez, reste totalement mobilisée sur ces domaines de compétences. On en a parlé dans cet hémicycle, nous en reparlerons nécessairement. Mobilisée aussi pour accompagner les centres de vaccination lorsque c'est possible, en prêtant du matériel, en prêtant des salles, en mettant à disposition des repas pour les bénévoles, et puis en faisant en sorte que nous soyons disponibles pour entendre l'ensemble de celles et ceux qui ont besoin de trouver un support à l'échange, à la discussion, pour trouver aussi des solutions nouvelles aux problématiques qui sont devant nous. C'est vrai dans le domaine économique, notamment pour tous les pans de l'économie qui vivent difficilement, douloureusement cette période. Et je veux redire que nous avons conscience que pour certains chefs d'entreprise, certains salariés, la période est très difficile. Nous avons conscience aussi que pour d'autres pans de l'économie, il y a dans cette période des occasions, des opportunités, des chances qui se présentent à nous. Et donc nous avons à travailler cela, à travailler dans cette crise asymétrique pour faire en sorte que nous puissions maximiser les chances et préparer et accélérer les économies et les emplois de demain, nécessairement décarbonés, nécessairement répartis le plus justement possible sur nos territoires, et puis préserver, accompagner les secteurs qui souffrent le plus, qui sont les plus impactés par la période. Je n'oublie pas les secteurs du sport, de la culture. Nous avons là aussi notre place, notre rôle pour les accompagner, pour quelque part jouer notre rôle de réassurance sur les nouveaux modèles qui seront inventés. Nouveaux modèles qui seront inventés dans les compétitions sportives, nouveaux modèles qui seront inventés pour les festivals,
pour même peut-être le Tour de France cet été, pour des manifestations culturelles qui ne peuvent pas se dérouler de fait comme elles se déroulaient précédemment. Et là-dessus, sur tous ces sujets, nous sommes là, nous sommes présents, nous assumons des engagements financiers qui sont au-delà de ce que nous avions imaginé il y a encore un an. Enfin, il faut rester mobilisés car nous avons besoin de nous organiser. Et pour rester mobilisés, je pense que nous avons besoin de penser à la suite. Et la suite, c'est le déconfinement. Qu'est-ce qui se passe à partir du début du mois de mai? Le président de la République a annoncé des mesures vraisemblablement régulières à partir du 15 mai. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de notre société et que nous en avons besoin. Et je pense que la Bretagne, elle peut proposer dans cette organisation de quelque part mettre en avant ses singularités et la chance d'être un peu plus préservée que d'autres pour participer à ce travail sur le déconfinement. Pas pour dire comme ça va mieux chez nous, profitons-en et retrouvons toutes nos libertés à partir du 2 mai, ça n'aurait pas de sens, mais la proposition qui est faite, c'est de faire de la Bretagne un laboratoire du déconfinement pour que nous puissions, avec les professionnels, avec les filières, avec les organisateurs de festivals, avec les patrons d'associations sportives, avec l'ensemble de celles et ceux qui font la Bretagne, y compris les maires et y compris les directeurs de l'ARS et les préfets, de réfléchir à la manière d'organiser ce déconfinement à partir du début mai, avec des mesures différenciées en fonction de la situation. Et vous voyez bien que le Finistère n'est pas impacté de la même manière que l'Ille-et-Vilaine, et que de fait, que ce soit sur les terrasses de café ou sur les salles de cinéma, nous pouvons envisager des choses différentes à Douarnenez, à Brest, à Carhaix, à Rennes ou à Pontivy. L'idée est de le travailler avec méthode, avec sérieux, de le travailler avec celles et ceux qui, encore une fois, opèrent ces activités, de manière à faire des propositions, à être dans une posture constructive. Et le corollaire de cette proposition, c'est d'assumer, de reculer, de faire varier les choses s'il y avait des difficultés. Reprenons l'exemple des plages, où nous avions obtenu la réouverture des plages, mais nous n'avions pas obtenu partout en Bretagne de la même manière. Nous avions obtenu, dans un dialogue maire-préfet, que les plages rouvrent en fonction des situations pour faire en sorte que l'on puisse retrouver ces plages qui sont nos jardins en Bretagne. C'est un peu le même état d'esprit qui doit nous guider là, pour encore une fois être préparé à ce déconfinement, être si possible en avance de phase pour pouvoir accélérer là où on peut accélérer, notamment dans les territoires les moins impactés, en responsabilité, et quelque part servir de lieu test, de lieu d'expérimentation pour servir le reste du territoire national. Et je pense que cela peut être regardé positivement. Nous y travaillons, nous avons fait des propositions au gouvernement et j'en ai parlé encore ces derniers jours avec le préfet et le directeur de l'ARS. Il le faut car la Bretagne a besoin de garder un cap, la Bretagne a besoin de garder un but et surtout de conserver l'assurance de voir rallumer nos stades et nos salles de spectacle et d'entendre à nouveau du bruit dans nos hameaux, du bruit dans nos bourgs, du bruit dans nos villes. C'est indispensable, nous en avons un besoin irrépressible, irrépressible pour nous, irrépressible pour la Bretagne, irrépressible pour notre société et quelque part irrépressible pour l'humanité. L'espoir est encore là, l'optimisme est toujours là, et comme le disait Michel Lebris, il y a fort heureusement des poètes magnifiques, des enseignants passionnés, des éditeurs gardiens obstinés de la flamme. Travaillons pour eux, travaillons pour l'intérêt général, et cette session sera encore l'occasion de le faire. Nous avons, en ce jour de session, l'occasion de revenir aussi sur les dossiers économiques qui impactent nos territoires. Vous le savez, nous restons mobilisés, nous continuons à travailler sur ces sujets, et nous avons besoin de redire aux salariés que nous n'avons pas d'ételé. Nous avons eu, la semaine dernière encore, une réunion sur le dossier Hop Air France à Morlaix pour réaffirmer l'engagement qui est le nôtre, de trouver toutes les solutions qui permettent de préserver de l'emploi sur Morlaix, de l'emploi du groupe Air France, sous toute forme d'activité possible. Et je pense que l'entrée au capital, la montée au capital de l'État au sein du groupe Air France est l'occasion de redire que les contreparties doivent intégrer bien entendu les enjeux environnementaux, et ça a été dit par le ministre il y a encore quelques jours, mais aussi l'aménagement du territoire.
et la place des équipes du groupe Air France sur les territoires. Et l'histoire d'Air France en Bretagne et de Britair en Bretagne ne peut pas être oubliée, effacée dans le contexte que nous connaissons. Nous avons aussi le sujet Fonderie de Bretagne, et les salariés sont très mobilisés dans des situations d'angoisse ou de colère. Plusieurs collègues de nos bancs ont été présents aux manifestations. Nous avons eu des réunions régulières avec le groupe Renault. Ils ont décidé d'accélérer leur process, quelque part en surprenant un peu tout le monde. Nous avons besoin là de rester mobilisés. Nous avons sollicité Bruno Le Maire pour une rencontre, sollicité Bruno Le Maire conjointement avec, bien entendu, le président de Lorient Agglomération. Et nous allons vous proposer tout à l'heure un vœu qui a été coordonné justement avec Lorient pour faire en sorte que nous puissions montrer aux salariés notre mobilisation et continuer à interpeller le groupe Renault qui doit conserver une présence sous une forme ou sous une autre dans ce site à Caudan, qui doit rester un site industriel et qui doit nécessairement muter pour intégrer effectivement la baisse inéluctable des fonderies fontes pour aller vers de nouvelles technologies type aluminium, avec les investissements et formations qui peuvent aller avec au niveau des salariés, pour les salariés, pardon, en intégrant bien entendu les grands plans de relance qui sont évoqués régulièrement au niveau européen et au niveau national. Nous avons là plusieurs occasions, plusieurs fenêtres de tir pour montrer qu'il y a un avenir industriel à Caudan. Je n'oublie pas Nokia, et vous avez vu que sur le site de Lannion, il y a beaucoup d'activités nouvelles qui se développent, pas forcément d'ailleurs sur l'entreprise Nokia elle-même, sur beaucoup d'autres entreprises, mais nous sommes bien là dans notre objectif qui est de maintenir Nokia comme un territoire du numérique qui a un avenir, qui est connecté à Rennes, qui est connecté à Brest, qui est connecté à l'ensemble du reste de la Bretagne et qui intrinsèquement a la masse de sociétés, d'équipes, de salariés pour attirer de nouvelles entreprises qui permettront de compléter cet écosystème qui mérite notre engagement, mérite notre énergie, et le travail est réalisé là-bas avec les élus locaux, parlementaires, maires et présidents d'agglomération, ce qui nous permet d'être bien coordonnés au service de l'ensemble de ces entreprises. Je peux parler d'Ericsson, je peux parler de Qualcomm, et bien entendu, suite à l'engagement d'Agnès Pannier-Runacher, de la structure Bicom qui a été positionnée et augmentée en quelque sorte sur le territoire de Lannion. Enfin, et dernier dossier économique qui vit des moments compliqués, Brittany Ferries. La décision modificative tout à l'heure présentée par Stéphane Perrin intègre les 6 millions supplémentaires pour Brittany Ferries permettant de réactiver les liaisons en direction des îles du Royaume-Uni et de l'Irlande. Nous avons besoin de nous armer pour pouvoir accompagner Brittany Ferries le moment venu. Nous avons déjà des niveaux d'engagement qui sont considérables. Nous avons un travail coordonné, excusez-moi chers collègues, un travail coordonné avec la région Normandie, coordonné avec le CIRI, coordonné de fait avec le ministère de l'économie. Je pense que ce dossier est un dossier de souveraineté européenne, un dossier de souveraineté nationale et un dossier qui est indispensable à la Bretagne. Nous avons pris cet engagement. Nous avons encore quelques mois de travail pour atterrir sur une solution qui, je l'espère, permettra d'assurer la pérennité de ce groupe. Nous le devons, c'est indispensable. Et je le redis, le Conseil régional de Bretagne restera mobilisé sous toute forme nécessaire permettant d'assurer la pérennité de cette société. Enfin, et dernier point d'actualité, nous avons des réunions de travail régulières en ce moment sur la PAC, et vous voyez comme moi dans la presse des inquiétudes, des angoisses, des expressions, y compris d'ailleurs divergentes entre la FRSEA Bretagne et la FNSEA. J'y vois une forme de vitalité démocratique plutôt positive, et j'y vois d'ailleurs une certaine convergence de vues sur certains aspects quand on parle notamment du paiement redistributif. J'étais hier en réunion avec le ministre de Normandie. Les discussions sont en cours à plusieurs niveaux, au niveau européen, dans le trilogue que vous connaissez, au niveau national, entre les organisations syndicales agricoles et le ministre, et puis entre les régions et le ministère. Je redis notre volonté, notre ambition, notre vision sur la régionalisation de la PAC. Ce n'est pas l'orientation qui est posée pour le moment, et donc nous jouons avec les règles du jeu qui sont données là. Et dans les règles du jeu qui sont données là, l'ambition est bien entendu de récupérer pour les régions la capacité à agir sur les sujets sur lesquels nous sommes aujourd'hui
demain, post-2023, en responsabilité. Je pense à l'installation des jeunes, je pense à l'investissement. Et sur l'ensemble de ces sujets, nous aurons à rester mobilisés avec de nouvelles politiques que nous aurons à construire à la bretonne, avec l'ensemble des acteurs, avec les chambres, avec les organisations syndicales agricoles, avec celles et ceux qui font l'agriculture en Bretagne. Nous avons là des moments importants qui façonneront l'agriculture de demain. Et je le redis, la polyculture élevage en Bretagne, appuyée sur des exploitations à taille humaine avec des agriculteurs propriétaires de leur outil de production, reste un modèle pertinent qui n'est pas forcément identique partout en France, mais qui est notre modèle et sur lequel nous avons encore beaucoup de choses à dire et à faire pour le pérenniser dans une période où 10 000 exploitations changeront de main dans les 10 années à venir. Nous avons un travail considérable. Et enfin, puisque je parle d'agriculture, je dois nécessairement parler d'agroalimentaire. Cette agriculture et cet agroalimentaire doivent continuer à muter, doivent décarboner leur organisation, leur économie, leur filière. Et pour le coup, je veux redire la bonne nouvelle de voir la Coperle annoncer son intérêt pour le site de l'Empole-Guillemio, en plus de son site historique de Lamballe. Site de l'Empole qui a connu des moments compliqués, cher Olivier Lebras, des moments difficiles, douloureux, angoissants. Et ce projet génère beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir, génère aussi beaucoup de questions et beaucoup d'angoisse. Mais nous sommes là à la croisée des chemins, dans des périodes où il va falloir assumer des stratégies et des positionnements. Et la première des stratégies, le premier des positionnements que je reconnais pertinent au niveau de la direction et des coopérateurs de la Coperle, c'est cette notion de décarbonation rapide de l'ensemble de leur filière. C'est une des conditions de l'avenir de l'industrie agroalimentaire en Bretagne. Le centre de notre journée sera consacré à la jeunesse. Le cœur de notre journée sera consacré à la jeunesse. Pierre Pouliquin, tout à l'heure, vous présentera nos 32 propositions. 32 propositions qui prolongent les mesures d'urgence que nous avons déjà prises. 32 propositions pour des jeunes à qui nous devons bien, quelque part, une matinée de travail. Une matinée de travail pour accentuer les efforts, pour accentuer les solutions, pour multiplier les initiatives qui leur permettent non seulement de voir que nous avons une envie d'accompagnement, mais que nous mettons les moyens sur la table pour leur permettre d'avoir la jeunesse qu'ils méritent, une jeunesse qui est sacrément bousculée par cette période Covid, mais une jeunesse qui reste porteuse d'enthousiasme, d'ambition, d'initiative, d'engagement et d'une force puissante pour préparer l'avenir, pour embrasser le monde, pour assumer des responsabilités dans cette société. Et nous devons continuer ce travail, je pense, avec eux. Nous avons, vous tous, de tous les bancs, rencontré beaucoup de jeunes au cours de ces derniers mois, des jeunes dans les collèges, des jeunes dans les lycées, des jeunes étudiants, des jeunes apprentis, des jeunes sortis du système éducatif et de formation, qui attendent de se projeter dans un travail, attendent de se projeter dans une nouvelle formation, chère Georgette, et nous avons besoin de leur dire que des solutions sont présentes. Nous avons complété et joué pour le coup la complémentarité des actions entre l'action d'Elisabeth Borne et notre action sur le plan à jeunes, une solution. Nous en sommes fiers et je pense que nous avons montré là un beau visage d'une coordination État-région qui fonctionne bien. Nous avons mis en place des actions en collaboration avec les Crous, en collaboration avec les fédérations étudiantes, en collaboration avec les lycées auxquels nous avons donné la main pour accompagner les familles, pour accompagner les jeunes. Nous avons accompagné des maires, nous avons accompagné des missions locales, y compris en mettant à disposition des véhicules, parce que dans certains territoires de Bretagne, vous le savez bien, sans voiture, il n'y a pas de job d'été, sans voiture, il n'y a pas de stage, sans voiture, il n'y a pas de premier boulot. Et donc nous avons développé comme cela des actions dans tous les domaines, y compris les domaines de la subsistance alimentaire ou du soin et de la santé mentale. Et je pense que c'est notre fierté que de l'avoir fait, même si ce n'était pas dans le cœur de nos compétences. Plus de 30 000 repas financés, une centaine de TP répartis sur les territoires pour être des points de contact sur ce sujet de santé mentale, des postes supplémentaires financés sur nos deniers dans les Crous pour augmenter les équipes. Et nous verrons plus tard comment nous organiserons les choses. Nous verrons plus tard quels seront les champs exacts dans lesquels nous devrons pérenniser nos actions. Mais dans la période, nous avons ouvert les portes et les fenêtres, nous avons débordé nos lignes, nous avons organisé les choses pour faire en sorte de leur répondre et de leur montrer le niveau d'engagement qui est le nôtre vis-à-vis, encore une fois, de la situation qu'ils vivent. Et je ne veux pas que l'on se dise que cette jeunesse va
faire perdurer une forme de mélancolie, de souffrance, de difficulté qu'ils vivent dans cette année et qui est réelle, qui sont réelles. Je veux qu'on leur montre qu'il y a de l'espoir, de l'envie, de l'ambition et que cet été sera un bel été pour cette jeunesse et que l'avenir leur appartient et encore une fois cette société sera ce qu'ils en feront et ce qu'ils en feront dépendra de ce que nous leur laisserons. Nous avons beaucoup d'engagements, nous avons là plus de 3 millions supplémentaires qui s'ajoutent à des dizaines de millions que nous avons déjà engagés au cours des derniers mois. Je pense que c'est enthousiasmant quelque part de finir ce mandat sur ce sujet si ce mandat se termine avec ce printemps. Enfin, nous avons, chers collègues, la fierté d'être tous ici en Bretagne, dans un territoire qui vit comme partout des soubresauts, des angoisses, des difficultés, mais cette Bretagne est une boussole qui nous permet de se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble, beaucoup de capacités à tenir dans cette période extraordinaire que traverse notre pays. Et cette Bretagne a des capacités qui permettent d'accompagner ces transformations et d'accompagner cette résilience dans cette crise. Il y a des grands sujets. Le sujet sanitaire, nous l'avons évoqué, le sujet économique, nous l'avons évoqué, le sujet, bien entendu, identitaire, climatique, qui reste présent. Mais nous avons sur tous ces sujets une ambition claire, des lignes que nous avons posées. Et ces lignes, elles ont été construites avec l'identité bretonne, construites avec l'ensemble des acteurs qui font la Bretagne. Et cette force, d'aucuns diraient cette force tranquille, est un bien commun que nous avons la capacité de faire vibrer et qui nous donne à nous-mêmes une capacité, une énergie, une confiance qui nous permet de faire bouger les lignes, comme cela a été le cas hier à l'Assemblée, et qui nous permet de nous armer pour l'avenir. Et nous armer pour l'avenir, c'est ce qui donne la confiance aux hommes et aux femmes. Et donner la confiance aux hommes et aux femmes, c'est éviter la désespérance. C'est éviter le désespoir qui génère la division, qui génère cette envie de désigner le bouc émissaire, de désigner celui ou celle qui serait responsable des souffrances que l'on peut vivre. C'est cela ma Bretagne, c'est cela notre Bretagne, c'est comme ça que l'on doit travailler. Je crois, chers collègues, que nous avons dans cet hémicycle réussi toujours à travailler pour l'intérêt général, réussi toujours à travailler pour la Bretagne, réussi très souvent à nous extraire des tactiques parisiennes pour nous intéresser à l'intérêt général breton. Et je pense que c'est cela qu'attendent nos concitoyens, c'est cela qu'attendent les Bretonnes et les Bretons, que nous soyons toujours des militants de la Bretagne. Je veux vous remercier toutes et tous, je veux vous dire combien c'est important de continuer à travailler ensemble, je veux vous dire que le débat démocratique dans cet hémicycle est indispensable, que le débat dans nos commissions, dans nos groupes de travail est tout aussi indispensable. Et puisque je vois que Paul Molac est arrivé de son train, je voudrais qu'on termine en le saluant, en le remerciant et en lui disant qu'on est très fiers du boulot qu'il a fait avec l'ensemble de ses collègues, avec l'ensemble de celles et ceux qui ont fait avancer les langues pour, encore une fois, notre Bretagne, mais quelque part, encore une fois, pour la République et pour l'Europe tout entière. Merci, cher Paul. Bravo à toi.